alors on est donc le 17 octobre, alors on est bien content parce que vous êtes là, vous allez vous présenter, mais nous pensons cette petite entrevue comme la suite de quelques autres que nous avons réalisées à Canal Pourpre, avec en particulier Simon Charbonneau, vous venez de me dire que vous le connaissez bien, qui était qui est toujours notre, je sais pas quoi, délégué à l'écologie politique, on va dire ça comme ça, militant à la CEPANSO, intellectuel et fils d'intellectuel aussi, un vieux copain aussi entre autres, et qui nous a déjà parlé de quelque chose dont vous allez nous reparler, mais de manière plus particulière, à savoir d'une part les enquêtes publiques. Est-ce que les enquêtes publiques sur le territoire sont efficaces? Qu'est-ce qu'elles signifient, etc. Et d'autre part, ce problème général qui consiste à artificialiser des terres agricoles, c'est-à-dire à manger sur les terres agricoles ce qu'on veut construire, alors que chacun sait qu'il y a beaucoup de friches à l'abandon déjà artificialisées, et on se demande comment se fait-il qu'on ait besoin encore de terres agricoles quand ces friches existent. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop long. À vous la parole. N'hésitez pas à prendre le micro en main et parler bien devant. On vous écoute. Présentation. Donc je suis Patricia Jutio, je suis entrepreneuse et on a monté un collectif au sujet donc d'une consultation sur un PLUI dans le canton de Sainte-Foy-la-Grande. Plan local d'urbanisme intercommunal. Intercommunal. Merci beaucoup. Donc voilà, en fait on est globalement d'accord avec ce PLUI, sauf sur un point et demi, disons 2 points, qui nous posent vraiment de gros problèmes. Alors évidemment un PLUI c'est 1 mètre de haut de documents. En fait on peut le résumer en regardant une carte, et là on s'aperçoit qu'il y a à notre avis des dysfonctionnements, et donc voilà, c'est pour ça qu'on est venu vous voir pour vous en parler et faire connaître ce problème. Est-ce que j'ai cru entendre dire qu'il y avait une enquête publique en cours? C'est ça, le PLUI se termine une fois que tout le monde l'a travaillé. Il est présenté au public pendant 1 mois. Alors pardon, excusez-moi, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Une fois que tout le monde l'a travaillé, il est présenté au public. Donc vous distinguez tout le monde et le public. Et ça m'interroge. Qui c'est tout le monde? Alors tout le monde, c'est le public, je veux dire. C'est les municipalités. Donc il y a un bureau d'études qui travaille pour finaliser le document, et que ce soit ça corresponde à quelque chose qui, au point de vue de la loi, peut passer. Ensuite, chacun dans les communes va se positionner, va demander quelque chose dans le cadre du PLUI, et ça va être mis au vote. Et tout le monde va... Sans consultation autre que les experts et les élus, c'est ça? Alors tout dépend. Ça peut être, si c'est quelque chose où la mairie décide qu'il faut une consultation publique, elle va le faire en interne. Si elle décide que c'est pas la peine. Mais le PLUI est une énorme avancée. Avant, c'était des instances comme la direction départementale de l'équipement, des travaux publics, qui se mettaient ensemble et décidaient plus ou moins. Donc vraiment, on n'était pas consulté. Donc c'est vraiment, il y a un énorme effort de démocratie, et vraiment on s'en félicite. On trouve que c'est vraiment génial. Sauf que dans le cas où on n'est pas content de ce PLUI, effectivement, ça peut être problématique parce qu'il y a un énorme travail qui est fait. On peut, en tant que citoyen, dire je ne suis pas d'accord. D'accord. Et c'est ce que nous disons là. C'est ça l'enquête publique, donc. Voilà. Donc vous avez fait une réunion vendredi dernier, je crois. Vous nous en dites un peu plus? Oui, donc nous avons tenu notre première réunion publique vendredi soir. Nous avons donc sollicité notre réseau d'adhérents, communiqué au maximum... Vos adhérents? Les adhérents de l'association, donc du collectif éco-développement du Pays Foyen. Sympathisants. Et sympathisants. Pardon, cette association, elle existe depuis... Donc elle existe depuis le 5 octobre 2013. Il faut comprendre que c'était assez récent. Et elle s'est créée donc par rapport à ce PLUI. Très bien.
Et donc, ça s'appelle le collectif éco-développement, éco comme écologie, écosystème, environnement. Voilà, je pourrais revenir peut-être tout à l'heure sur les éléments fondamentaux de notre démarche. Si, ben allez-y, comment on crée un truc. Surtout que le 5 octobre, c'est encore tout frais. Oui, alors disons que, bon, à moi, en ce qui me concerne, et c'est le cas de beaucoup de membres de l'association, on est quand même de longue date préoccupés par des questions d'aménagement du territoire, mais de telle sorte à ce que les réalisations que nous proposons se fassent dans le respect, eh bien, on va dire, de l'écosystème, des sociétés humaines, des cultures, et avec le minimum de dégradation sur les éléments naturels, l'eau, l'air, le sol, bien sûr, et les espaces, voilà, qui sont artificialisés ou pas. Excusez-moi, votre critère, c'est donc la nature. Mais la loi joue un rôle aussi Alors, justement, je dirais que les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, s'inscrivent et font suite, je dirais, aux assises du Grenelle de l'environnement. Là, voilà, qui a prévu quand même un certain nombre de choses et de réorienter et de cadrer les activités humaines de manière à ce que ce soit conforme à ce qu'on appelle le développement durable. C'est ça. Voilà, il ne s'agit plus maintenant de faire, je dirais, au mieux d'intérêts à court terme, mais il s'agit de s'inscrire dans le long terme et de faire en sorte que les générations futures voilà, puissent aussi bénéficier. D'accord, on s'inscrit plus comme jadis dans le simple dommage immédiat, mais on est dans le risque, dans la précaution et cette avancée démocratique que représente le PLUI. Dans l'équilibre aussi. Dans l'équilibre, cette avancée démocratique du PLUI s'inscrit là-dedans, je suppose. Hein, c'est ça. La loi maintenant est extrêmement verte, enfin, si je peux parler comme ça. Disons qu'il y a un cadrage politique qui porte sur la réduction de la consommation des espaces, qui porte sur la préservation des espaces agricoles et forestiers. C'est inscrit dans la loi. Voilà, c'est inscrit dans la loi. Réduire les gaz à émissions de serre, préserver les écosystèmes. D'accord. Voilà, et normalement, logiquement, tout PLUI se doit de respecter ce cadrage-là. D'ailleurs, le PLUI, sur plein de communes, fait véritablement son travail et a réduit, par exemple, des surfaces constructibles en les redonnant en zone rurale, etc. Donc c'est vraiment... globalement, c'est dans le bon sens. Mais on ne peut pas laisser tout passer non plus. Bien sûr. Encore un petit mot sur les fondations. C'est un grand mot, mais enfin le démarrage de tout ça. Vous dites que vous êtes des gens concernés, mais bon, vous avez dit que vous étiez entrepreneur. Vous êtes... Alors moi, je viens du monde agricole. J'ai été agriculteur, puis salarié dans des entreprises agricoles. Et à l'heure actuelle, je suis enseignant. Ça se prend en agriculture, donc ministère de l'Agriculture. Par ailleurs, je suis d'assez longue date militant dans des assauts de protection de l'environnement, par exemple. Est-ce que vous vous positionnez, comme on dit aujourd'hui, comme militant de la société civile ? Comment vous avez créé votre truc, donc il a bien fallu que vous vous présentiez d'une manière ou d'une autre. Comment les gens vous perçoivent-ils et comment vous-même vous percevez-vous? Donc l'association comporte 40 membres, vous aurez à peu près tout ce que vous voulez à l'intérieur. Il y a vraiment toutes sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont simplement intéressées à faire que cette partie du PLUI sur lequel nous sommes contre ne passe pas. Il y a des personnes qui sont extrêmement militantes. Donc on a parlé de la CEPANSO, Que Choisir, pas mal d'organismes sont intéressés et des membres de ces associations participent à notre association aussi. Mais il y a aussi des gens simplement avec du bon sens. Il y a un moment... Comme nous sommes tous, j'espère. Est-ce qu'il y a des élus parmi vos adhérents? Alors pour l'instant, dans la mesure où on est quand même dans un mouvement préélectoral, on a... C'est pour ça que je pose la question. Voilà, on a plutôt demandé aux élus de tous bords de se formuler par lettre par rapport à ces points précis, mais on n'a pas cherché à ce qu'ils nous rejoignent parce que justement on ne voulait pas que ce soit uniquement quelque chose de militant ou de politique, etc. C'est vraiment d'abord du bon sens. D'accord.
Donc c'est bien plutôt société civile que vous êtes. Voilà, c'est vraiment un acte citoyen. Voilà. Citoyen. Par contre, on a monté l'association parce que La citoyenneté augmentée, comme on dit maintenant. parce que cet acte citoyen ne doit pas se terminer à une vraie volonté. Il faut que ce soit vraiment qu'on puisse aller même jusqu'au procès si nécère. Donc l'association a été montée pour ça. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, ce soit vraiment Personne morale, voilà. représentative. Et puis un contre-pouvoir important. D'accord. Ok, alors, bon, venons-en au détail maintenant. Donc, ça s'est passé comment cette première réunion vous êtes content de cette affaire? Alors, oui, d'abord, on est content sur le fait que nous avons rassemblé donc environ 150 personnes, que nous avons eu des militants, des adhérents, pas forcément militants de longue date par ailleurs, des gens tout simplement préoccupés qui ont reçu l'annonce de la réunion, etc. Et nous avons eu donc également des représentants de la communauté des communes du Pays Foyen, plus un député. Ah, oui. Et donc, ce qui nous a permis... On était là spontanément. Alors que nous avons invité. Oui. Voilà, hein, on n'a pas de raison de ne pas inviter large. Nous, voilà, on veut mettre sur la table publique, dans le débat public, des questions qui nous paraissent essentielles. Et pour ça, on n'a pas de limite quant à qui peut être là. Voilà. Alors, ce qu'il y avait de bien, c'est que c'était sur la zone concernée, on avait le maire de cette zone, donc c'était bien, et aussi le propriétaire des terrains. D'accord. Donc en fait, ça a pu mettre vraiment les cartes sur la table. Ils s'étaient déjà rencontrés quand même, je suppose. Alors je pense qu'ils se connaissent bien. Ouais. Ils se connaissent bien. D'accord, mais ils ont pu discuter devant, enfin publiquement. Alors il y avait vraiment un très bon ordre, c'est-à-dire que ça n'a pas été fort méchant. Et c'était plutôt un débat calme. Avait la parole. On a appris, voilà. Et donc après, alors chacun s'est positionné. Et à ce moment-là, on a appris que notre problème n'était pas un problème, en fait. Parce qu'en fait, il paraît que le PLUI est faux sur ses superficies. Et donc, on s'est dit qu'effectivement, pour nous, c'était encore plus important, puisqu'on va quand même pas demander à la population de se formuler sur un plan faux. Bah évidemment, c'est embêtant. Et ce qui nous pose quand même un vrai problème. Vous avez cru cette explication ? Alors moi, je voudrais venir sur ce point-là, justement, ce qui montre bien qu'une association comme la nôtre, il faut que ça existe. C'est important, oui. Donc, nous étions partis sur le fait que, tel que nous le présentent les documents de PLUI, on a bien 14 hectares en zone agricole, que l'on peut faire passer en zone rurale. Donc nous, c'était un de nos arguments. Et c'était les... Ce qui était intéressant, c'est que un des acteurs majeurs de la communauté de communes nous dit « vous vous trompez ». Il nous dit à nous « vous vous trompez ». Alors que vous avez lu les documents officiels. Alors que nous travaillons avec des documents officiels, il n'a surtout pas dit « je me trompe ». Or, il aurait dû dire « nous nous sommes trompés, nous, acteurs majeurs du PLUI ». Tout ça après nous avoir dit qu'ils ont travaillé longtemps avec des bureaux d'études, etc. Donc ça montre bien que, bon voilà, il faut quand même remuer un peu tout ça et porter le fer. Ça doit être un classique de la défense. C'est pas moi, c'est l'autre. Enfin. Pour en revenir à votre question, effectivement, que ce soit vrai ou faux, la question de fond, et que ce soit 6 ou 14 hectares qui passent de zone rurale en zone économique et commerciale, industrielle et commerciale, déjà ça nous pose un énorme problème. Qu'une superficie commerciale soit presque à doubler sa superficie, alors qu'elle laisse en friche l'équivalent de ce qui est demandé, ça nous pose véritablement un problème. Donc, de toutes les manières, nous sommes contre cet élargissement. Alors ensuite, que ce soit faux, on a interrogé le président de la communauté de communes, on attend encore la réponse, mais normalement, il doit se formuler dessus et voir si, effectivement... le vrai du faux, parce que nous, on ne peut pas le savoir. Nous, on a travaillé sur des documents qui étaient proposés à la population. Oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un supermarché qui s'étend, quoi. C'est ça, hein, qui s'agrandit. Alors, c'est un supermarché, le seul grand supermarché de notre canton, qui quasiment double en superficie. Sachant qu'il s'est installé il y a 1 an et demi sur un terrain rural déjà. Et qu'il a laissé à peu près l'équivalent
sur la zone de Port-Sainte-Foy, donc de l'autre côté de Sainte-Foy-la-Grande, en friche. Il n'y a rien, absolument rien sur ces zones. L'herbe recommence à pousser et c'est vrai que c'est quand même assez terrible. Est-ce que des représentants de cette entreprise commerciale étaient présents de manière explicite, je veux dire, peut-être ils étaient présents sous la table, sous la forme de souris ou de rats, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils étaient présents? Ben, oui, le représentant, le propriétaire à la fois de la grande surface qui est à proximité de ce fameux terrain qui passerait en zone commerciale, était là. Et à ma connaissance, il est également propriétaire de cette surface qui va passer en zone commerciale. Il est également, pour tout ou partie, propriétaire de 2 autres zones que nous appelons donc pour l'instant des friches commerciales, donc qui sont bien en zone commerciale sur lesquelles on peut installer des commerces. Le propriétaire travaille pour le supermarché en question? Je ne comprends pas. Il est propriétaire du supermarché. Le propriétaire des terres est propriétaire du supermarché. Ah, c'est pas monsieur, alors je sais pas, on va dire des noms, c'est Leclerc, Carrefour, machin, je sais pas. Leclerc. Voilà, monsieur Leclerc, pas propriétaire des magasins Leclerc. Attendez, alors, c'est non, Leclerc est une franchise, ouais. Donc sur chaque endroit du territoire français, il peut y avoir des Leclerc qui sont gérés, dont la propriété appartient du son Leclerc. En l'occurrence, le monsieur qui a la franchise se trouve être, par hasard bien entendu, le propriétaire de ces terrains sur lesquels Leclerc... oui, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. Voilà, genre, nous, on n'a pas d'avis comme ça, mais ça nous interpelle quand même. Oui. Ça, on ne se met pas à la place de la justice ou je ne sais quoi, mais on peut être étonné quand même. Alors, si vous voulez, c'est pas la personne qu'on attaque du tout, c'est le schéma économique. Peut-on laisser un schéma économique se développer à ce point-là, au détriment d'un centre-bourg qui est en train de mourir, parce qu'on le vide de tout sens économique, mais de tout sens aussi moral, culturel, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu... c'est vraiment la question à se poser, c'est une question de société. C'est pas une histoire de personne. Et moi, que quelqu'un soit propriétaire de terre, ça ne me gêne absolument pas. Les intérêts privés. Alors, la personne en question nous a dit qu'on l'attaquait et que c'est vraiment pas le cas. On n'attaque pas la personne. Bien sûr, bien sûr. Ok. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette liaison que vous faites entre cette affaire particulière, le supermarché qui s'étend, et puis cette désertification, entre guillemets, du centre-ville? Alors en fait, on peut quand même dire que le supermarché a absorbé avec sa zone commerciale des commerces du centre-bourg. Donc, il y a une galerie où les types sont installés. Il y a une galerie, donc on nous dit qu'elle marche très bien, mais par d'autre côté, on sait que c'est pas magnifique non plus. Et donc, et a priori, toutes les études prouvent qu'à vider un centre-bourg, on arrive à vider sa ruralité, les villages autour, parce qu'effectivement, ça veut dire que personne ne va plus dans le centre-bourg. Ça veut dire que quand il n'y a plus personne dans le centre-bourg, il n'y a plus personne qui va au supermarché non plus. Et d'autre part, quand un touriste, et à Sainte-Foy, on a une vieille bastide du 11e, quand un touriste vient voir une vieille bastide, il ne va pas visiter un supermarché. Il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Par contre, il peut très bien aller au supermarché pour se nourrir, c'est pas le problème. Mais la première chose qui fait se déplacer les gens dans notre région, ce sont les vins et les vieilles pierres. D'accord. Donc il faut vraiment se les préserver, celles-ci. Et voilà. Donc on pense que c'est important de le prendre en compte parce que là, c'était l'inverse qui était pris en compte. Et c'est ce qui nous embête. Autre dimension, mais vous avez peut-être ajouté d'autres choses que j'oublie, mais est-ce que la dimension, contestation de la consommation, on va dire ça comme ça, joue un rôle dans votre discours comme ça? Alors évidemment, ça peut le faire, puisque moi, mon travail est aussi un peu celui-là. Donc, on milite vraiment pour de la nourriture française, bien faite, locale, en tout cas française, vraiment. Et parce que c'est compliqué d'avoir de la nourriture uniquement locale quand on habite dans le nord de la France, par exemple. Mais bon, donc voilà, on travaille là-dessus. On travaille pour que les producteurs vivent aussi, parce que c'est très dur avec un marché mondial qu'un producteur français vive avec ses coûts salariaux, etc. En dehors de ça, c'est plutôt des causes humaines, c'est-à-dire que vraiment le rapport à l'humain est différent.
entre quand vous mangez un produit industriel, vous ne savez pas par qui il a été fait, comment il a été fait. Il faut que vous établissiez des contrôles de plus en plus sérieux pour savoir ce que vous mangez. Alors que là, quand vous connaissez la personne qui fabrique un produit, vous avez un rapport réel avec cette personne. Elle n'a pas envie de vous empoisonner et elle a envie de manger ses produits et d'être fière. Donc c'est un rapport humain. Mais c'est aussi un rapport humain dans un bourg. Je ne crois pas que M. Leclerc veuille empoisonner le monde, mais c'est vrai que c'est embêtant. Heureusement. Ce que je veux dire, c'est qu'un produit industriel, on a beaucoup moins de facilité à le surveiller. On est obligé d'instaurer tout un système de surveillance, de traçabilité, etc. Vous avez parlé de consommation. Oui, on est opposé à ce qu'on consomme des espaces agricoles ou naturels, alors que l'on peut faire autrement et ça ne correspond pas à un besoin. Donc nous posons la question, y a-t-il un besoin de convertir nouvellement des surfaces agricoles en zone commerciale? Ensuite, les questions qu'on pose, c'est quel impact ça a sur la fertilité des sols, la biodiversité, etc. Quel impact ça a sur le trafic voiture et les émissions de gaz à effet de serre, et quel impact ça peut avoir sur la voirie qui nécessairement devra être mise en place pour desservir ce nouvel espace. Donc il faut encore empiéter sur des zones non commerciales, etc. etc. Bon, oui, on pense qu'à un moment donné, si ça n'a pas de sens, il faut peut-être pas le faire. Oui, bien sûr. Donc je me replace toujours sur un point de vue touristique. Aller voir une ville qui est entourée d'une friche aussi importante, je ne sais pas non plus si c'est intéressant, quoi. Et en tout cas, moi, ça me refroidirait. Le Mont-Saint-Michel, ça va, mais bon, c'est exprès qu'il y a de la friche autour. Dites donc, concrètement, comme disent les journalistes, la signature de l'enquête publique, là, enfin, donc vous avez dit aux gens, quoi, on propose de refuser le truc. Enfin, alors voilà, ce qu'on propose en fait, c'est de répondre à cette consultation en écrivant sur donc un cahier qui est mis à disposition dans chaque mairie. C'est les mairies, c'est ça. Et donc de mettre sur ce cahier pourquoi on est contre. Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit dès le début, on n'est pas contre le PLUI et contre cette partie du PLUI. Un petit texte. Donc on propose un petit texte. On peut aller voir, on a un site qui s'appelle c2cedpf.fr. Et donc là, vous avez toutes les façons de faire, sachant que nous sommes très limités dans le temps, puisque ça s'arrête le 30 octobre. Ah oui, c'est rapide. Donc, on peut aussi aller voir le commissaire enquêteur. Toujours sur le même site, vous verrez les heures par rapport à chaque commune. Et donc là, on peut aller l'interroger, sachant qu'il faut absolument que cette commissaire enquêtrice marque sur le cahier les remarques que nous faisons. D'accord. Autrement, ça n'a pas de prise. Oui, je me souviens que Simon Charbonneau n'était pas très optimiste sur les résultats de ce genre de consultation, en effet, très rapide. Alors, c'est à nous de faire un rapport de force. D'accord. C'est ce que nous essayons d'établir. Et à la fois, si la démonstration n'est pas suffisante pour la commissaire enquêtrice, nous irons donc plus loin, puisque là vous pouvez aller, la justice est faite pour ça. Quoi. Et surtout, on est très soutenu. Donc en fait, ça veut dire qu'on a du poids et que c'est pas une idée dans la tête qui nous est arrivée en disant aujourd'hui on va embêter quelqu'un. C'est parce que profondément, on pense que ça engage la société d'une autre manière. Non, le fait qu'on vous ait d'abord répondu que vous n'aviez pas les bons documents est quand même effectivement un signe incroyable. C'est une reculade ou bien je ne m'y connais pas. Mais bon, très bien. Vous voulez ajouter un autre truc je ne sais pas si Fabrice a montré qu'il y avait encore 2 autres personnes dans ce studio. C'est-à-dire que vous êtes en liaison avec les réclusiennes. Alors en fait, vous en parlez un peu alors c'est pas les réclusiennes, c'est Cœur de Bastide. L'association Cœur de Bastide regroupe plein d'activités puisque depuis 1 an et demi maintenant, mais ça je vais laisser un des membres du CA si vous voulez. On a déjà été assez chiant. Donc en fait l'association Cœur de Bastide est là pour redynamiser le centre-bourg de Sainte-Foy-la-Grande. Et donc c'est elle qui fait les réclusiennes, qui fait les journées du cheval. Je ne sais pas si vous avez entendu parler à Sainte-Foy. En fait, on a 40 dossiers sur le feu. Donc voilà. On espère qu'on fera d'autres
d'autres émissions, d'autres enregistrements avec ce genre de choses qui nous intéressent nous aussi beaucoup. Merci beaucoup, ça vous va? Merci à vous d'avoir mis l'éclairage sur ce point.